Good morning, everybody. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillen. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Aujourd'hui, je vous propose un métacom. Alors, il y en a beaucoup qui remontent à un peu de temps. Nous allons essayer de les lire ensemble. Celui qui a particulièrement attiré mon attention, comme d'habitude, c'est le commentaire de Page from Paris, qui partage avec nous des expériences très édifiantes. Et donc, je vais commencer avec le commentaire, je crois, c'était le tout dernier. Voilà, c'était celui de Wonderness, non, on en avait parlé. 2 chevaux, 58-88, merci, de rien, 2 chevaux. Ensuite, nous avons Amina Asna. Amina, ça on dirait un prénom de gynophore, c'est possible. Qui rigole. La vidéo du mec dont la petite amie attrape le bouquet de fleurs. Ensuite, nous avons Edner Luc. Salut à toi, Edner Luc. J'ai pratiqué du basket en club à une époque avant de me reconvertir vers la danse hip-hop et le milieu artistique. Ok, d'accord, Edner. On est tous contents pour toi. Ensuite, encore Edner. Il y a certaines gynophores qui mélangent spiritualité et féminisme alors que les deux ne sont pas du tout compatibles. Tout à fait. En fait, à la limite, le rapport que l'on pourrait établir entre spiritualité et féminisme, ce serait le fait que le féminisme soit une idéologie dont l'un des buts est de détruire les bribes d'aspiration spirituelle qui pourraient être dans une gynophore en réalité. Ça ne peut qu'être qu'un rapport d'opposition. Et puis après, un conseil que je vous donnerai très volontiers, je l'ai déjà fait par le passé, vous n'avez pas à parler de spiritualité avec une gynophore. Absolument pas. D'après vous, qu'est-ce qu'il en sortira? Rien. Absolument rien. Elles n'y comprennent littéralement rien en spiritualité. Et en fait même, chez la plupart des gynophores, les bribes de spiritualité que l'on pourrait retrouver en elles sont très vite submergées par leur ancrage dans la matérialité qui aujourd'hui est particulièrement exacerbé par la culture matérialiste. Par la culture matérialiste. Donc, même les gynophores les plus engagés, des gynophores qui recherchent, qui dans une certaine mesure seraient sensibles à ce côté de l'humain-là, très vite elles y renoncent volontiers sous l'appel en suivant poursuivre les sollicitations du matérialisme ambiant, du matérialisme qui est promu partout. Et ce, c'est sans compter maintenant les différentes versions de spiritualité contrefaites qui sont proposées aux hommes. Le cas le plus flagrant, par exemple, de ce dernier cas, de ce dernier cas de figure, ce sont ces gynophores qui s'enferment dans des couvents, les soi-disant sœurs. Évidemment, beaucoup commettraient la grave erreur de croire qu'étant donné qu'elles se sont enfermées dans des couvents pour la plus grande gloire de Dieu ou bien de Jésus, elles seraient le summum de la spiritualité. Ce n'est absolument pas le cas, mes chers amis. Ce n'est absolument bon. À la limite, ce serait une spiritualité, mais une spiritualité, comme je l'ai dit tantôt, contrefaite. Une forme de spiritualité qui a été offerte par le Seigneur ténébreux. Parce qu'en attendant, ce n'est certainement pas l'éternel Yahuwah qui demande aux gynophores de se fermer comme ça, de choisir de ne pas procréer pour sa plus grande gloire. Non. Comme je vous l'ai dit très souvent, le rituel sacré de procréation est un élément clé dans le processus de rédemption des gynophores. Elles ont besoin de procréer pour apprendre à aimer. Sans ça, rien. Et du coup, il n'y a pas de quoi parler de spiritualité avec une gynophore. Pas du tout. Même pas un gynophore pasteur. Absolument pas.
Chaque fois que vous consultez un gynophore, ce sera pour leur demander leur avis sur la couleur du divan à acheter ou alors les dernières conneries faites par leurs influenceuses et stars préférées. Bon, là, j'exagère un peu, mais on est plus ou moins là. Donc, on parle pas parler de n'importe quoi, sauf de spiritualité avec les gynophores. Vous apprendrez beaucoup plus en parlant de spiritualité avec un petit garçon de 2 ans qu'en le faisant avec une gynophore. Évidemment, vous savez très bien il y a beaucoup de gynophores qui sentent en elles ce besoin spirituel et qui se disent qu'ils parfois vont méditer, vont pratiquer du yoga et tout et tout. Non, c'est pas le chemin qu'elles sont censées suivre lorsqu'elles veulent s'élever spirituellement. Absolument pas. Le seul chemin validé par l'Éternel, le seul chemin spirituel qu'elles doivent suivre pour leur rédemption, c'est celui de l'acceptation des desseins divins, notamment en ce qui concerne la procréation, sous le regard vigilant, bienveillant, attentif et sévère d'un androphore. Ah oui. Et malheureusement, beaucoup justement embrassent très volontiers la version de spiritualité contrefaite qui a été les différentes versions de spiritualité contrefaite qui ont été offertes à l'humanité. Évidemment parce elles ont leur enseigné à voir, à considérer comme avoir comme étant par définition une sorte d'oppression que de renoncer au libertinage qu'elles apprécient si bien. Ah oui, elles veulent toujours conserver cette liberté qui leur permettra justement de voler, d'aller de gauche à droite, bref, d'approfondir leurs études, leur connaissance de l'anatomie du piquet. Et il est clair que, à l'occasion, lorsque vous parlerez de spiritualité avec une gynophore, parfois on peut vraiment avoir l'impression qu'elles y comprennent quelque chose. Pourquoi? Pour la simple raison que de même un petit enfant de 3 ans, dans son verbiage incohérent et sans sens, à l'occasion, il dit des choses qui, certes pas de façon délibérée, dit des choses qui peuvent être intéressantes en fait. Donc elles vous raconteront et vous diront des choses et dans tout ce verbiage-là, en général très incohérent, elles réussiront quand même à attraper 2-3 choses, 2-3 vérités comme ça. C'est un pur hasard. On sait très bien que même une montre, même une horloge qui ne fonctionne pas a raison au moins 2 fois chaque jour. Vous donne l'heure juste au moins 2 fois par jour. Et voilà, donc il n'est pas question de parler de spiritualité avec des gynophores. Parler de toute autre chose, mais pas de spiritualité. Ensuite, nous avons Acrobot 471 qui me demande Rondo, tu es gnostique? Là, c'est une question qui est très profonde et qui est très difficile, à laquelle il est assez difficile, pas compliqué de répondre. Pourquoi? Parce qu'il faudrait repasser déjà tout un tas de conceptions de la gnose, du gnosticisme, d'un gnostique, lesquelles conceptions, bien entendu, ont dû varier avec le temps. Mais disons que je vais me limiter à l'essentiel. Déjà, il faut savoir ce que c'est que la gnose, ou bien le gnosticisme. Ce serait, dans une certaine mesure, l'idée suivant laquelle les humains réussiraient à trouver le salut par la possession, ou bien par la connaissance d'un certain savoir. Un certain savoir qui, bien entendu, était possédé, était en la possession, disons ça comme ça, de certaines personnes en la possession de saints. Voilà. Disons que c'est déjà dans le cadre de, je crois bien que si je ne me trompe point, ce sont les orthodoxes, justement, c'est dans la culture orthodoxe qu'on a cette conception-là qu'on va parler pendant les premiers siècles après Christ de gnose. Les gnostiques, ce sont ces personnes qui ont des connaissances qui vous permettent d'aller au salut, d'arriver au salut. Et à cette époque-là, évidemment, c'était en général des cercles restreints, pour la simple raison que l'évangile ou bien certaines connaissances ésotériques n'avaient pas encore été vulgarisées.
Du coup, lorsqu'on se déplace, lorsqu'on vient dans ce siècle-là, dans ce siècle-ci où, grâce à Internet, grâce à la démocratisation des savoirs, grâce à la redécouverte des évangiles apocryphes, il y a beaucoup de ces savoirs-là qui, au final, sont à la portée du grand nombre, de presque tout le monde. Il suffit d'avoir pratiquement une connexion Internet pour pouvoir avoir accès à la news, à ces connaissances-là. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est que dans cette surabondance de savoir, de connaissances, d'informations, on finit carrément par revenir au point de départ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que avec la surabondance de l'information, les gens se perdent. Et là, ce n'est plus seulement surabondance d'informations, mais c'est aussi vulgarisation de certaines des versions contrefaites de spiritualité qui ont été offertes par le Seigneur ténébreux. Au final, ça donne quoi? Ça donne une cacophonie, ça donne de la confusion, ça donne une situation où, quoi qu'il y ait toute cette surabondance d'informations, la plupart des personnes ne s'y retrouvent plus. Elles ne savent plus au final quelles sont les informations, quel est le chemin que je devrais suivre pour arriver, pour avoir mon salut. Donc, initialement, dans les premiers siècles après le Christ, c'est un petit nombre, ce sont les saints, ils ont ces savoirs-là qu'ils donnent comme ça à l'humanité à petite dose. Évidemment, pas toujours. Parfois, c'était une question de vie ou de mort. Il suffisait que peut-être des dirigeants se rendent compte que vous aviez ces savoirs-là pour vous mettre à mort. On sait très bien que dans le Moyen Âge, par exemple, il y a des personnes qui ont été tuées, qui ont été brûlées vives, du simple fait d'avoir possédé une Bible. Donc c'était ça au début. Par contre, au fur et à mesure que le temps passe, l'évangile est vulgarisé, ces connaissances-là deviennent de domaine public. Sauf que, à côté, le Seigneur ténébreux, il crée une puissante confusion, il vous fabrique il morcelle encore davantage, comment dire là, on va dire que le christianisme, il invente, il crée de nouvelles religions, des religions éveillées, réveillées, endormies, exaltées, exacerbées, et j'en passe, de telle sorte que les personnes ne savent plus à quel sens se vouer, littéralement, se perdent. Elles ne savent plus, les croyants, quand bien même ils seraient de bonne volonté, ne savent plus, en fin de compte, quel est le juste chemin à suivre. Et dans toute cette cacophonie-là, je trouve que c'est encore un petit nombre d'individus qui va réussir à y mettre un certain ordre qui ne sera après partagé une fois de plus qu'avec un petit nombre. Et c'est plus ou moins le cas, par exemple, avec la commune de Pontchaillonne. Donc, tout compte fait, si je suis un agnostique, dans une certaine mesure, oui, on dirait oui, dans le sens que je possède sans aucun... Vous aurez après là, je crois que il y a déjà assez de vidéos pour que vous puissiez en juger. Je possède sans aucun doute une certaine connaissance, disons, qui peut vous être utile. Je ne voudrais pas pécher de superbe. Je possède une certaine connaissance, des connaissances que je partage ici depuis un bon bout de temps, des connaissances qui pourraient vous être utiles, autant pour moi pas inutiles, dans votre parcours de rédemption, Mais maintenant, est-ce que ces connaissances-là seraient vraiment si utiles que ça? En fait, je crois que c'est cette question-ci que mon cerveau a anticipé, créant ainsi le lapsus de tout à l'heure. Est-ce que ces connaissances-là, est-ce que ces savoirs que je partage avec vous seraient si utiles que ça? Est-ce que dans votre parcours de rédemption, est-ce que c'est vraiment ces savoirs-là? Je crois que là, malheureusement, je ne saurais vraiment vous aider. Je ne saurais être le garant d'une information que je partage. Ce serait trop facile. Je crois que ici, c'est à chacun de vous, puisque de toute façon, comme le proverbe le dit si bien, chaque homme est artisan de son propre salut. Tout compte fait, c'est à chacun de vous de tester, d'approfondir, de mettre à l'épreuve toutes les choses que je dis ici. Mettre à l'épreuve de quelle façon? En méditant, en réfléchissant, en observant soi-même et de façon directe. Tout à fait. Et bien entendu, comme d'habitude, avec beaucoup de calopestie.
Vous avez besoin de beaucoup de bonne foi pour pouvoir justement, pour pouvoir mettre à l'épreuve, passer au crible de la pensée, de votre pensée critique, les affirmations que je fais ici, la doctrine que je promeux. Et bien entendu, au besoin, vous feriez aussi bien de demander à votre ange gardien de vous éclairer pour vous assurer que le docteur Rando ne soit pas en train de vous, que vous n'êtes pas en train de d'avaler comme ça des conneries que le docteur Rando vous aurait présenté sur un plateau d'argent. Comme vous le savez, de toute façon, je vous le dis toujours, ne prenez jamais pour argent comptant les choses que je vous dis ici. Toute personne, tout lanceur d'alerte ou chercheur de vérité sincère, animé de calopistie, vous dira toujours que vous faites bien de ne pas du tout prendre pour argent comptant ce qu'il partage avec vous. Donnez-vous la peine de mener vos propres recherches, d'approfondir, de réfléchir, de méditer, d'observer autour de vous. Après, il est clair que pour beaucoup, lorsque vous entendez des choses qui résonnent avec vous, vous êtes capable de reconnaître comme ça à la première écoute certaines vérités, pour la simple raison que ces vérités étaient déjà en vous. Du coup, ça résonne plus facilement et au final, il est plus simple pour vous de faire le tri, de discerner. Et personnellement, je suis certain, je suis certain que beaucoup des savoirs, des informations que j'ai partagées avec vous et que je partagerai avec vous s'avéreront d'une très grande utilité dans votre parcours de rédemption. Ah oui, je vais prendre un simple exemple. Le fait déjà de savoir, de prendre conscience de la raison de notre présence ici sur Terre, c'est déjà un élément, c'est déjà un élément de news justement. Parce que dites-vous bien que beaucoup d'humains se retrouvent ici aujourd'hui, ne savent littéralement pas pourquoi ils sont ici. Beaucoup aujourd'hui ne savent pas par exemple qu'ils sont des entités spirituelles ayant une expérience charnelle. Aussi simple que ça. Beaucoup réussissent déjà que là on parle simplement de ceux qui ignorent, c'est-à-dire ces individus qui peut-être ne se sont même pas, n'ont jamais ressenti le besoin de se demander quel est le but de la vie. À côté, il y a toute une armée d'athées, de satanistes qui par contre ont d'un côté pour les uns une conception purement matérialiste de l'univers et d'autres qui, quoique sachant qu'en fait, quoique étant au courant de l'expérience mystique que nous vivons, de la guerre qui se joue ici, se sont engagés littéralement pour militer dans les rangs du Seigneur ténébreux. Donc, lorsque l'une des choses que vous découvrirez ici, ce sont les raisons de la vie sur Terre. Après, si vous êtes un esprit purement scientiste, purement matérialiste, qui a besoin de preuves tangibles, à la limite, ce que vous pourrez gagner ici, c'est tout simplement, on va dire quoi, les bénéfices qu'on a, les bénéfices cognitifs des débats entre personnes de bonne foi, de personnes bienveillantes, aussi simple que ça. Mais en attendant, oui, ici vous trouverez beaucoup d'éléments qui vous permettront de mieux comprendre les raisons de votre présence ici sur Terre. Et bref, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, mais nous n'allons pas trop digresser. Ensuite, nous avons un commentaire de notre cher frère Bayek Robert. Merci Dr Rando pour cet énième chapitre de vérité. De rien. Nous avons Omar Camara. Omar Camara, oui, si je me rappelle, c'est un nom c'est un résident de la commune de Conseillon depuis bien longtemps. En fait, tout comme Luc Edner et les autres. Si je ne me trompe pas, Omar devrait être de l'Afrique de l'Ouest en tout cas. Je ne voudrais pas m'hasarder. Salut à toi, Omar Camara. Lisons ton commentaire. Merci beaucoup, Dr Rando. Toujours aussi captivant et intéressant. Grazie. Les gynophores sont des champions pour nous bluffer. Elles ont trop de techniques pour tromper, maquillage, plus de filtres au niveau de la page. Tout à fait, absolument. Absolument. Et en fait, elles ont tout un arsenal
à leur portée, à leur disposition, tout un arsenal. Il y a le maquillage, les extensions capillaires, des produits décapants, rouge à lèvres. Et comme si ça ne suffisait pas, les filtres. Les filtres. Et tout ça pourquoi? Tout simplement pour faire des victimes. Ensuite, nous avons 33, 64, 86. Salut Docteur Rando, force à vous. L'ancien format a un côté mystérieux. Merci. Oui, je crois qu'à l'occasion, je ferai aussi des vidéos sur l'ancien format. C'est juste que, en général, ça prend beaucoup trop de temps et puis je me mets peut-être à concevoir des scripts. Et puis après, il y a des imprévus, ça prend trop de temps. On finit par renvoyer le projet. Pourtant, pour produire une vidéo telle que celle-ci, comme ça, pas nécessairement structurée, mais au moins il y a le gros de ma doctrine, de ma pensée, certains éléments essentiels qui me viennent comme ça et qui peuvent être justement complétés par vos différentes interventions. Nous avons ensuite Abdel Fethagé. Croire que rattraper un bouquet de fleurs assure un mariage en moins d'un an, c'est aussi vraisemblable que de croire au Père Noël. Ben ouais. Et Rabat, il est foutu le mec. Ah oui, de toute façon, il en est conscient. Elle le fixe, elle le regarde, elle lui dit, bah, après toi, commence à te préparer à demander ma main. Presque comme si c'était une obligation. Le regard du mec, genre, je suis foutu, mais alors vraiment foutu. Mais alors vraiment foutu. Bonne chance, mon vieux. Là, c'est Nima Laoui, probablement du Malawi. Bonne chance, mon vieux. Soit tu la rends heureuse, soit tu crèves. Et de toute façon, il y a beaucoup plus de chances de survivre en optant pour le deuxième choix, c'est-à-dire le choix de crever. Vous avez beaucoup plus de chances de finir par survivre qu'à essayer de la rendre heureuse. Des tonneaux de Danaïde. Et là, nous avons Tommy Weiss. Suis-je obligé de t'épouser? Bien sûr que non. Et enfin, nous avons un commentaire ce long commentaire de Path from Paris que je vais lire. Permettez que je le lise, il est très très intéressant. Peut-être que je ne vais pas beaucoup le commenter, mais je vais le lire quand même. Et alors, qu'avons lire la suite. Oh là là, ça remonte à 2 mois. J'avais pas vu cette ancienne vidéo. Les religieuses, tout un poème. Juste rapidement, 3 petites expériences, mais j'en ai des dizaines. À l'occasion, peut-être qu'il faudrait m'envoyer ou bien écrire d'autres commentaires comme ça avec tes autres expériences. Path from Paris, Path G from Paris. Ça reste tout autant, ça reste toujours édition. Il y a une dizaine d'années, j'ai été invité par une infirmière qui travaillait parfois chez ma mère, qui était alors malade, à son mariage. Un mariage catholique intégriste. Catholique intégriste. Ambiance sobre, famille nombreuse, piété, etc. et toutes les pompes. Cette fille qui avait tout d'une gentille fille m'avait avoué qu'elle avait régulièrement trompé son futur mari. Régulièrement, c'est-à-dire ici c'est carrément un pécheur, comment c'est, irrédempte, le mot ne me vient pas en français. Dites-vous bien qu'elles sont capables, rappelez-vous toujours, elles sont capables de vous faire du mal et sans en éprouver la moindre vergogne, de continuer à le faire jusqu'au dernier jour. Ça ne leur dit vraiment rien. En général, elles ne s'encombrent pas d'un quelconque degré de culpabilité. Elle a trompé son mari, son futur, régulièrement, et plus récemment avec son coach en salle de sport. Allez savoir pourquoi les femmes me livrent souvent leurs petites cachotteries. Elles doivent certainement te percevoir comme un nice guy, et ignorant qu'il y a des nice guys qui en fait ne le sont pas, qui ont ce que j'appelle parfois le syndrome du faux faible. Elle a eu le toupet d'inviter son amant à son mariage. Vous voyez ça? Elle ne s'encombre pas d'un quelconque degré de sens de culpabilité. Et allez donc voir si, entre un moment clé de la cérémonie et l'autre, elle ne se serait pas retrouvée aux toilettes avec cet amant-là. Elle a eu le toupet d'inviter son amant à son mariage. J'ai rencontré également le mari, un type adorable et fou amoureux de sa femme, grossière erreur,
qui m'a tenu le discours suivant. Un homme n'est pas fait pour rester seul. Tu devrais te marier toi aussi. Oui, le discours habituel des anglophones qui sont en train de se passer la corde au cou. Je me demande pourquoi ils ont toujours, même par instinct, parfois ce n'est pas nécessairement parce qu'ils recherchent vraiment des compagnons de misère. C'est que quelque part, je me dis, à côté de ça, il y a aussi le fait qu'ils se sentent vraiment comme ayant franchi un nouvel échelon de leur parcours spirituel en épousant une gynophore. Et ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Le problème, c'est que la plupart du temps, dans ces cas de figure-là, ils se retrouvent, ils se font casser la gueule. Bref, un type adorable et fou amoureux de sa femme qui m'a tenu le discours suivant. J'étais en colère en m'apercevant que finalement, l'épouse infidèle m'avait invité pour ce petit plaisir malsain, en fait, de me confronter à la fois au mari et à l'amant. Elle jubilait sans doute du fait que je ne puisse, en tant qu'invité, foutre ce mariage de près de 300 personnes en l'air. Ah oui, c'est-à-dire, vous savez, il y a toujours... Dites-vous bien que c'est quelque chose de vraiment malsain, comme l'a dit Pavje from Paris. C'est-à-dire qu'elle va faire venir quelqu'un à qui elle a raconté, elle a parlé de ses infidélités. Elle fait venir aussi la personne avec qui elle a commis ses infidélités. Et puis avec la crainte subtile que peut-être au détour d'une conversation, Pavje from Paris se retrouve en train de révéler que ça crée le chaos. Et c'est littéralement cette peur et le désir à la fois que tout se passe bien, ce sont ces deux choses-là qui créent du piquant dans leur esprit. Exactement. C'est pervers, c'est absolument pervers. Mais dites-vous bien que c'est une chose que vous retrouverez chez toutes les femmes. Lorsqu'on dit si souvent qu'elles aiment l'aventure, elles aiment être maltraitées, ce n'est pas exactement ça qu'elles aiment essentiellement être maltraitées. C'est qu'elles ont besoin justement de ce mélange-là, de voir en vous quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui lui donne quand même un minimum de bienveillance, mais qui par la même occasion, bien entendu, lui marche dessus. C'est triste, mes chers amis. L'expérience montre, vous pouvez, la chose belle dans tout ça, c'est que vous pouvez vérifier la chose dans votre quotidien. Essayez donc vous avez une compagne, une épouse, ou que sais-je encore, essayez pendant une longue période de temps, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, d'être la personne la plus douce, c'est-à-dire de faire tout ce qu'elle vous demande, d'être toujours prêt, de lui dire oui à tous ses désirs. Tenez-vous tranquille, mes chers amis, elles commenceront automatiquement à vous mépriser. Automatiquement et naturellement. Il faut littéralement des deux, quoi. Que vous soyez quelqu'un de responsable, mais quelqu'un qui à l'occasion, la malmène, la fait souffrir. Tragique, c'est triste, mais bref, continuons Il y a 3 ou 4 ans, je rencontre dans un grand café parisien une Marocaine plutôt mignonne, qui prétendait être célibataire, plutôt peu habillée et plutôt intéressée à passer une soirée intime avec moi. Que dis-je? Une soirée. Elle m'a littéralement suivi aux toilettes pour me prodiguer une F-E-L-L-A-T-I-O-N. Une semaine plus tard, je la croise en hijab dans un quartier à l'opposé de Paris. Comme quoi, le hasard. En fait, ce n'est pas vraiment le hasard. Vous savez, il se trouve que à partir du moment où il y a eu ce contact, dans une forte mesure, vous êtes lié à cette personne. Et le cosmos tendra à mouvoir les choses pour que vos chemins se croisent à nouveau. Bref, je la rencontre dans un quartier à l'opposé de Paris, accompagné d'un homme que je m'imagine alors être son copain, car pas l'âge d'être son père. Je lui envoie alors immédiatement un SMS qu'elle lit et s'empresse d'éteindre, son téléphone. Le lendemain, pas retour de message, elle confirme alors être mariée. Là, Pavje from Paris, tu t'es mis dans une certaine situation. Bon, on va dire que tu ne le savais pas. Mais c'est compliqué et me fait comprendre qu'on pourrait bien reproduire notre petite séance. Je n'ai pas donné suite. Chapeau à toi. Il y a 2 ans, je rencontre lors d'une mission faite dans un grand groupe de luxe une très jolie jeune femme noire qui travaillait comme styliste, voilée à la mode africaine. Quand j'entame la discussion dans la cour intérieure, elle me dit être sénégalaise,
Paris depuis quelques années car son papa, fortuné apparemment, l'avait envoyée en France suivre son école de stylisme. Elle se présente comme perdue en France. Nous discutons, nous plaisantons, et je finis par apprendre qu'elle est musulmane pratiquante, encore vierge, évidemment, à 23-24 ans, et peu intéressée. C'est fou comme elles sont capables de raconter, de mentir justement sur leur virginité. Donc, en fait, beaucoup prétendent ne pas savoir l'importance, la sacralité de la virginité, mais dans le fond, elles le savent si bien. Et peu intéressée par les rencontres, mais se laisse quand même gentiment draguer. Quelques semaines plus tard, j'étais déjà devenu MGTOW. Je fais mes courses sur un site d'escorting et jette mon dévolu sur un très joli corps au visage flouté. Je conviens par message à la recevoir chez moi pour une somme assez exorbitante. Disons inhabituelle, d'accord, qui vois-je arriver chez moi, notre amie sénégalaise qui pourtant ne manque pas d'argent. Papa diplomate est convaincu que sa fille a encore... Exactement, c'est pas possible. Le pauvre papa qui s'est dit qu'il allait te donner le meilleur à sa fille qui possède encore son hymen, mais qui selon ses propres dires s'emmerde dans la vie. Ah, les escortes, parlons-en. Depuis que j'ai cessé de draguer, de peur de faire vivre à un homme ce que j'ai moi-même vécu de toutes les femmes que j'ai aimées, parce que soyons clairs, elles sont toutes infidèles. Y a-t-il quelqu'un pour le nier? Y a-t-il quelqu'un parmi vous pour le nier? Il est 1000 fois plus aisé d'emmener une femme en couple ou mariée dans son lit qu'une qui se prétend célibataire. Ah, mais ouais, parce que la célibataire, elle l'est parce qu'en fait, elle a encore un standard placé carrément au-delà des étoiles, quoi. Elle est encore dans le rêve, dans l'illusion. Par contre, celle mariée, ses illusions ont déjà été en partie détruites, complètement aplaties. Et bref, continuons. Dans son lit, qu'une qui se prétend célibataire, sans doute parce que la fille en couple n'a même pas à faire croire qu'elle est une femme bien. Je l'ai de nombreuses fois vérifié aussi. Je l'ai de nombreuses fois vérifié avant de tourner Red Pill. Et que je me suis mis à fréquenter les honnêtes. Je me suis aperçu que beaucoup d'honnêtes, ou disons les honnêtes de luxe, sont en couple. En fait, exactement. Qu'elles ne manquent pourtant ni de famille, ni d'argent, qu'elles sont souvent diplômées. En fait, beaucoup le font par pure cupidité. En réalité, par pure cupidité. On va dire ici que, en fait, à parler d'honnêteté, on les appelle des honnêtes seulement du fait de leur clarté, de leur sincérité dans ce qu'elles font. Dans le sens qu'elles déclarent elles vendent leur corps pour du fric. Après, bien entendu, c'est limité dans ces cas-là. Je ne crois vraiment pas qu'elles le disent à leur conjoint. Il y en a qui le font, mais la plupart du temps, je ne crois pas qu'elles diront à leur conjoint, à leur compagnon, qu'en fait, elles sont des honnêtes, quoi. Et ne manquent pourtant ni de famille, c'est essentiellement de la cupidité en général. Mais que cette activité leur permet d'acheter des sacs de luxe, évidemment, de se vêtir à la Kim Kardashian, et de vivre l'excitation d'une seconde vie. J'imagine les pauvres hommes, ces pères, exactement, c'est triste, c'est vraiment triste. J'imagine les pauvres hommes, ses pères, ses copains, ses maris, car elles ne sont pas des Cosettes, loin de là. Des expériences identiques, j'en ai à l'appel. Et si j'ai remarqué quelque chose, c'est que les religieuses sont les pires d'entre toutes. Ah oui, absolument. C'est-à-dire, à bon entendeur, maintenant j'en suis à me demander comment avoir une sexualité sans participer à tout ce cirque. Est-ce seulement possible aujourd'hui? Pape from Paris. Les plans cul, je ne les fais plus. Aucune jolie femme n'est vraiment célibataire, comme aucune femme ne supporte la solitude. Elles ont toujours quelques copains ou plusieurs dans leur orbite, bien entendu, les satellites, qui ignorent tout de la duplicité de celle qu'ils aiment. Le dating, je ne fais plus, idem. Et alors même, les honnêtes ne sont pas si honnêtes que... Malheureusement, elles ne le sont que sous le rapport de la déclaration explicite de leur activité, à leurs clients en fait, à leurs clients. Le dating, je ne le fais plus. J'aimerais bien, mais je suis faible sur ce point. J'ai en tout cas beaucoup espacé mes rencontres. J'ai même tenté de
baisser mes standards pour m'apercevoir que chez les moches, c'est presque pire. Exactement, exactement. Et c'est intéressant, jusqu'à il y a quelques jours, j'en parlais encore avec quelqu'un, et lui faisant comprendre, ou bien l'amenant à réfléchir sur ce point-ci. Vous savez, il fut un temps où les moches, les pas jolies, conscientes du fait qu'elles n'étaient pas jolies, avaient au moins l'humilité de ne pas avoir des standards trop élevés. Elles avaient au moins cette humilité-là. À côté, elles se donnaient la peine, à défaut de beauté physique, de développer un caractère ou bien des richesses caractérielles profondes. Mais aujourd'hui, c'est hors de question, quoi. Elles ont mordu, elles ont accepté l'illusion. Tant et si bien qu'elles sont tellement entitled, elles se croient, elles se considèrent tellement des princesses, elles toutes, que justement, même celles-là ont parfois des standards bien plus élevés que même que les gynophores vraiment belles. Ah oui, c'est-à-dire vous allez voir une vraiment complètement asymétrique, une baleine de terre, comme le disait quelqu'un, une baleine qui cependant vous dira qu'elle voudrait un mec d'1,80 m, beau, basané, et bien entendu riche. Bien entendu riche. Lorsque vous voyez de ces vidéos, on est dépassé en fait. Je ne suis pas un saint, personne ne l'est, loin de là. Mais j'ai encore quelques principes, dont celui de ne pas faire vivre aux autres ce dont j'ai souffert. Je te comprends parfaitement, Pablo von Paris. Mais avec les gynophores, c'est un vrai dilemme. Je finis par me demander comment trouver une candidate pour avoir un enfant. C'est finalement la seule chose qui me manque. Ah oui, comme je vous l'ai dit parfois, il faut d'un côté rechercher, essayer d'apprendre, de développer votre capacité à discerner, partant de l'analyse justement du langage non verbal des regards. Pour cela, vous n'avez qu'à lire des manuels de psychologie ou psychologie sociale qui vous donneront la possibilité, même s'il y en a beaucoup qui réussissent à bien cacher leur jeu. Et bien entendu, vous allez devoir croiser différentes approches, différentes méthodologies, justement l'analyse de leur langage verbal, non verbal, l'analyse de leur histoire, vos petites recherches, parler avec leur entourage. Pourquoi? Simplement pour avoir et bien entendu, si possible, demander aussi à votre ange gardien de vous faciliter la tâche, de vous donner un coup de pouce, afin de trouver le meilleur spécimen possible. C'est le mieux dont on puisse rêver aujourd'hui, afin de pouvoir trouver le meilleur spécimen possible pour procréer. Il n'y a pas cette époque où il suffisait, je sais pas, de s'adresser à quelques membres de la famille, à quelques parents, pour qu'on vous trouve une jolie demoiselle encore, innocente, encore en possession de son hymen, pas des vierges grecques bien entendu, et aussi pas contaminée par le féminisme. Vous comprenez bien que c'est révolu. Ensuite, nous avons un commentaire de User Aim. Un plaisir de vous voir depuis le temps que j'écoute vos podcasts. Force à vous, docteur. Merci, monsieur User Aim, la séquence que vous voyez. Nous avons monsieur Mirville. Oui, cela existe, mais s'il y a... Là, il est en train de... Mirville parle de la... C'est un commentaire sur la vidéo de la télégonie. Voyons voir si je réussis à le voir. Oui, cela existe, même s'il y a des exagérations dans les témoignages. La télégonie n'est pas seulement un accident inquiétant causé par l'infidélité ou la perte de la virginité avant le mariage. Je crois que personne ne l'a dit. C'était tout simplement que il est préférable justement d'éviter ces risques-là, tout simplement. Après, lorsqu'il s'agit d'une gynophore qui va à fond dans ses études en anatomie du piquet, le risque est d'autant plus grand. Donc, idéalement, c'est préférable d'éviter ou bien de remettre au goût de l'actualité la sacralité de la virginité féminine. C'est un phénomène recherché pour tel dans certaines cultures. Plusieurs actes sexuels sont bel et bien exécutés non pas pour procréer un enfant, mais pour modifier certains traits de caractère physique ou animique du partenaire même, qui le demande ou l'espère, et cela marche dans les deux sens. Dans les deux sens, oui, dans une certaine mesure. Il est clair que lorsque vous vous initiez à une gynophore, évidemment, vous fusionnez littéralement vos champs électromagnétiques. Donc, vous pourriez, à l'occasion, prendre
on va dire quoi, des énergies d'elle, sans aucun doute. Mais, comme je l'ai dit justement même dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle, l'endophore en dépose plus qu'il ne prend. Ah oui, tout à fait. Il dépose toujours plus qu'il ne prend. Maintenant, en termes de pourcentage, ben, on va dire que il est difficile d'y mettre une étiquette. Mais il dépose, il laisse en elle beaucoup plus qu'il ne prend d'elle. Aussi simple que ça. Ensuite, nous avons Beyrouth Gérard. Gérard, salut. Bonjour, docteur Rando. Nous sommes vraiment en enfer. Les démons sont partout. Bienvenue sur Terre. Malheureusement, c'est vrai. Catman, merci et espérons que la vidéo sera relayée. Ah oui, là, c'est la vidéo sur le témoignage d'un individu qui raconte ce qui a été fait des contaminations racistes advenues en Afrique du Sud, si j'ai bonne mémoire. Merci et espérons que la vidéo sera relayée au maximum. C'est peu probable. Les Africains refuseront tous les produits médicaux occidentaux. Oui, bah, disons les Africains sensés. Et Dieu seul sait combien ils sont peu nombreux. Ce ne sont certainement pas les gynophores qui renonceront à leurs extractions capillaires simplement parce qu'elles pourraient être contaminées. C'est terrible. Il y a vraiment des démons partout. Les Chinois sont aussi racistes, sans aucun doute, mais ils sont conscients que l'Afrique est une poule aux œufs d'or. Et ils savent qu'il faut l'aménager pour en bénéficier, oui. Disons que dans une bonne mesure, sans rien enlever justement au mépris que les Chinois peuvent avoir des Africains, leur approche est un peu plus équitable. Un peu plus équitable. Aussi, non pas parce que c'est vraiment un choix délibéré, c'est juste qu'à cette époque-ci, ce n'est plus vraiment possible de procéder comme l'ont fait les Occidentaux. Donc oui, c'est en cela qu'ils ont une marche d'avance, qu'ils auront une marche d'avance qui sera condamnée, qui est destinée à prendre davantage de terrain, à devenir plus grande, marche d'avance sur les Occidentaux. Ensuite, quelle horreur, Page Price, quelle horreur. Ah oui, c'est un autre commentaire sur la vidéo concernant l'Afrique du Sud. Bref, voilà. Là, ce sera tout pour aujourd'hui. Je crois que je vais passer en revue tous vos commentaires. Je vous remercie pour votre attention. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Patreon pour donner un coup de main au Dr Rando afin que je puisse en produire de plus en plus de ces vidéos aussi. Et bref, comme d'habitude, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Ya.